Alors, la Lutèce, alors. Les vampires, on n'y croyait pas, hein? Et pourtant, nous avons dominé votre championnat l'année dernière. Nous avons dominé de la tête et des épaules. Et pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs. Après toutes ces années à vivre dans l'ombre de ces petits rosters parvenus, nous avons enfin montré notre toute-puissance. Parce que nous sommes les vampires, nous sommes immortels. Nous sommes surpuissants et nous sommes beaux et séduisants. Ça va, tu t'amuses bien? Bah, je fais une vidéo pour les copains. Eh ben, ça suffit maintenant. Tu vas me nettoyer tout ça. Toutes tes toiles d'araignée et tout le bordel. D'accord, d'accord. Et plus vite que ça. Oui, 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 j'arrive. Bienvenue tout le monde dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutéciens pensent tout bas. Et oui, vous pensiez pas au retour de l'After Lutèce et pourtant on est là. Mais oui messieurs, mais oui on est là. Messieurs et mesdames aussi, parce que cette année, quelques inconscientes ont décidé de rejoindre la compétition. Alors certes, au début, pour l'instant, en compagnie de leurs conjoints, mais qui sait à l'avenir, qui sait, peut-être que nous le verrons à la tête d'une équipe seule, et on n'entend que ça en réalité. Mesdames et messieurs, donc, une nouvelle saison de la Lutèce commence, et donc, quand une nouvelle saison de la Lutèce commence, qu'est-ce qui commence également? L'After Lutèce, évidemment, comme chaque année, au début, au milieu, à la fin, il y a toujours une émission de l'After Lutèce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et vous venez de le voir avec cette petite pastille humoristique de mon cru, hein? Quel acteur studio, hein? Quel beau gosse quand même, quel beau gosse. Les vampires ont dominé la saison dernière, mais entièrement, complètement. Et comment? Sur les 5 équipes enregistrées, il y en a une, hein, celle de Kral et JC, qui a gagné la Chocolate. Et l'autre, évidemment, Martoni et l'UX, est allé jusqu'en finale des playoffs. Donc, on va dire que c'est les Allemands du Blood Bowl l'année dernière, les vampires. Peu importe comment ça joue, ils gagnent à la fin. Ou presque. Et qui sait, en réalité, Martoni et Luix avec leurs vampires, ils auraient pu gagner, si ce n'est la mesquinerie, la fourberie de Pedro et la Reine qui les ont empêchés de gagner et qui ont emporté la victoire vraiment de rien du tout. Hein. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué en prolongation. Eh ouais, en prolongation. Quand je vous disais que ce roster vampire, il était overpower, hein, j'avais encore raison. Encore raison, le Duda. Encore raison. Parfois, je m'étonne moi-même. Je m'étonne de tant de science infuse. Sauf que cette année, curieusement, on a juste 2 équipes vampires qui sont présentes en compétition, qui ont été draftées. Alors, c'est toujours pareil, on le sait très bien, quand une équipe performe, un roster performe, la saison d'après, il est rarement pris ou beaucoup moins pris que l'année où il a performé. C'est certainement dû au fait que les lutéciens ont peur de ne pas faire aussi bien que les prédécesseurs. C'est bien connu, le lutécien a peur, hein, c'est un petit joueur, hein, it's known. Comment on dit, petit joueur, petite, je sais plus comment on dit. Mais on l'a vu déjà par le passé, hein, sincèrement, regardez les Halflings l'année où ils ont surperformé, l'année d'après, peu de gens ont essayé de les prendre, hein, à part un fameux coach. Je sais pas qui il était, mais il y en a un qui a osé. Et ben cette année, c'est pareil avec le vampire. Il y a que 2 coachs qui les ont pris, dont le Doc qui continue avec les vampires, qui essaye vraiment de les emmener jusqu'au bout. Ça commence pas très bien, hein, en plus pour lui. Mais de toute façon, le Doc, on le sait très bien, c'est un vampire lui-même. Il n'y a qu'à voir, ça fait 40 ans que je le connais, ou 30 ans, il a toujours pas changé de tête. Il a toujours la même tête depuis 30 ans. C'est bien la preuve que c'est un vampire, le gars, quand même. Hein. Ouais, c'est pas drôle, en fait. Bon, bref, on verra si les 2 courageux, Garden et le Doc, donc, arriveront à performer aussi bien que les vampires l'année dernière. C'est bien parti pour Garden, hein, 3-0, il a gagné. C'est beaucoup moins bien parti pour le Doc, parce que lui, pour le coup, il s'est pris un 3-0 dans la tronche, hein, avec ses vampires. Donc, destin croisé, comme on dit. Alors quand même, pour en revenir à la saison dernière, il faut quand même saluer le parcours magnifique, le parcours
parcours formidablistique de Pedro et Larraín. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec l'Alliance du Monde. Honnêtement, qui l'eût cru? Regardez-moi ce parcours à partir des huitièmes de finale. Ça s'est joué à rien à chaque fois. Et quand même, ils ont réussi à emmener cette équipe jusqu'au bout, jusqu'au firmament de l'éternel, vers l'infini et au-delà, comme on dit. Non, honnêtement, j'ai pas les mots. Sincèrement, j'ai pas les mots. C'est un roster décrié. Il y en a certains, je vais pas les dénoncer, le propre, qui disent que ce roster, il devrait même pas exister. Non, c'est un roster magnifique, c'est un roster dur à jouer, mais là, ce que Pedro a réussi à faire avec, c'est légendaire. Pour moi, c'est épique. C'est épique comme performance. En réalité, pour comprendre ce roster, faut le jouer. Faut jouer pour comprendre le challenge qu'il représente. Pedro, c'est un coach légendaire, c'est un des fondateurs de la ligue. Il est là depuis. Il y a des gars, ils étaient même pas nés quand il a créé la ligue. Hein, donc c'est pour vous dire. Mais en fait, il a dû comprendre comment jouer ses rosters. Il a dû comprendre le potentiel qui sommeillait dans cette équipe. Il l'a exploité pleinement, tout simplement. Alors, je sais pas comment. Il nous le dira un jour peut-être ou pas, mais il nous le dira toujours. Et puis, bien sûr, il était aidé en cela par son pote de toujours, son compère fantasque, Larraín, quoi. Le meilleur lanceur de dés de l'histoire de l'humanité. Non, honnêtement, les gars, Pedro et Larraín, franchement, moi, ils me font penser à Geralt de Rive et Yasquier, quoi. Les deux compères. L'autre taciturne, sarcastique, et l'autre totalement solaire, captivant, totalement dans le n'importe quoi. Il y en a un, c'est le stratège, le gars réfléchi, qui pense et tout. Et l'autre, il est instinctif, bordélique, il lance les dés, il sait plus où il en est, mais tout ça, ça marche ensemble. Tu sais pas comment ça fait, mais ça marche. Le yin et le yang, quoi. T'as vu? Ils se complètent, quoi. Laurel Hardy, hein, on peut dire aussi. Mais c'est peut-être ça la clé de leur succès. Hein. Les autres doublettes, méditez ça. Hein. C'est peut-être ça la clé du succès. En tout cas, sincèrement, bravo à Pedro et Larraín. Car franchement, ce qu'ils ont fait avec l'Alliance, pour moi, ça va au-delà de l'exploit. C'est une perf qui va certainement rester dans la légende de la vitesse. Je suis pas certain que quelqu'un de mon vivant, en tout cas, arrivera à refaire l'exploit d'emmener l'Alliance à la victoire à la Lutèce Cup. Alors, l'autre chose qui est légendaire aussi à la Lutèce, c'est évidemment l'After Lutèce, n'est-ce pas? T'as vu comment je fais bien mes transitions? Je suis quand même trop fort, trop balèze, le Duda. Bon, je sais, j'avais dit en juin que j'allais enchaîner les vidéos en juillet. Et il n'y en a pas eu une seule, je sais. Désolé, pardon, navré. Je m'excuse auprès de mon public adoré, mais bon, voilà, j'étais bouffé par la vie, comme on dit, les gars. J'étais bouffé par la vie. En fait, j'avais autre chose à foutre, hein, tout simplement. J'ai pas eu le temps de fignoler les vidéos et sortir du caca. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'ai préféré prendre mon temps. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. J'en sais rien, les vidéos de fin de saison dernière. Mais en tout cas, là, j'ai pas eu le temps. Donc... j'ai préféré me concentrer sur le début de saison. Hein. C'est vraiment ce qui nous intéresse là en ce moment sur le début du mois de septembre. Mi-septembre, on va dire, parce que là, on est mi-septembre. Bon, en tout cas, j'essaierai d'être plus régulier, c'est évident. Je vous le dis. Je essaierai d'être plus régulier. Après, c'est vrai que ces années, je suis aidé. Je suis vraiment aidé et pas qu'un peu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais après la refonte du forum par Scarabée, il s'est attaqué à retravailler le site lui-même. Franchement, ce qu'il a réussi à faire, c'est pas mal. Hein. C'est pas loin d'être génialissime, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez tout remarqué, mais il y a plein de petits changements sur le site qui, pour moi, sont extraordinaires. Franchement, on a de la chance de l'avoir, Scarabée. Même s'il est chiant parfois avec ses vannes à la con. Franchement, ce qu'il fait comme boulot, c'est incroyable. Donc, merci Scarabouille. Merci vraiment pour cela. C'est incroyable. Honnêtement, regardez-moi ça entre les compétences en couleur, entre celles qui sont innées en rouge, celles qui sont acquises en vert, avec le petit dé pour signaler que c'est des compétences au hasard. Ça change des émoticônes qu'il mettait sur les noms des joueurs auparavant. Heureusement, il fait plus ça maintenant. Ça y est, ça a arrêté de l'amuser. C'est bon, il a grandi. Hein, il a plus 6 ans. C'est bon, il a évolué. Maintenant, il a mis des petits dés pour signaler que... Alors,
met toujours des petites icônes parce que c'est Scarabée. Mais il a compris que voilà, qu'il fallait évoluer un petit peu et que nous aider, nous autres, les simples mortels, nous aider dans le management de nos équipes, dans la gestion des teams. Et bah c'est pas mal parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous cliquez sur une comp, par exemple si on prend une compétence au hasard, hein, on clique dessus, bim, et ça nous renvoie directement à la règle appliquée à cette compétence. Et c'est la même chose avec les traits et autres mutations, etc., etc. Non, franchement, c'est la classe. C'est la classe quand même, non? Alors évidemment le plus beau pour moi, mais le plus beau, en réalité le plus beau, c'est la page des stats. La page des stats est juste dingo. Alors, elle n'est pas facile à trouver, elle est par là, hein, elle est là, tac, statistiques. Et là, vous tombez, mais sur toutes les stats de la saison. Et pour un féru de stats comme moi, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Hein. Ce qui nous a pondu là, c'est juste incroyable. Sésame ouvre-toi. Ouvre-toi. Alors, c'est vrai que c'est un peu caché sur le forum, mais c'est quand même dingo avec ce qu'il a fait. Il y a toutes les stats. Alors, je vous expliquerai plus tard que pour certaines stats, c'est pas encore au point. Hein, mais bon, il y a l'essentiel. Et puis surtout, alors là, c'est pareil, il faut le trouver. Mais si vous cliquez sur la petite ligne, par exemple, on va prendre les touchdowns. Si vous cliquez sur la petite ligne suivante, et là, c'est incroyable. Bam! Là, vous avez, les gars, toutes les stats, journée par journée. Là, c'est les touchdowns, mais vous pouvez cliquer sur public, vous pouvez cliquer sur les XP, sur n'importe quoi. XP concédé, par exemple, tac. Voilà, j'ai cru que ça n'allait pas marcher. Bim, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour des fadas de stats comme moi, c'est vraiment la caverne d'or, l'Eldorado, on va dire. C'est incroyable. Franchement, c'est une folie et tout ça, c'est grâce à Scarabée. Donc qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci merci Scarabée. Merci Scarabée. Bon. Ceci étant précisé, néanmoins, intéressons-nous quand même à la nouvelle saison de la UTS, la saison 2025-2026, parce que ne serait-ce que sur le démarrage, il y a énormément de choses à dire. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors cette année, on a 58 inscrits. Putain, 58, c'est énorme. Ça va en faire des vidéos à rallonge, sincèrement. Hein, surtout pour parler de chacun de vous, hein, bande de petites raclures, hein, sincèrement. Alors certes, c'est pas 60 comme il y a 2 ans, mais ça fait déjà 2 de plus que l'année dernière. On était 56. L'année dernière, on était 60 quand même il y a 2 ans. C'était lent. Mais là, 58, c'est entre les deux. On verra si j'y arrive à parler de chacun de vous. Hein. Alors on a quand même 5 revenants, dont 2 très anciens, comme KM Pegus et Lust for Blood, qui étaient là alors que j'étais encore jeune. Hein. Et on a 7 petits nouveaux, 7 petits sacs Apex qu'on accueille comme il se doit, hein, avec des doubles pots et des 10 suivis de 12 sur les dés de 6. Bon les gars, les petits jeunes, on vous adore, bienvenue et bon bisutage à vous. Et merci par avance pour les XP. Et puis parmi tous les coachs qui ont re-signé, qui ont osé re-signer pour cette année, on note quand même 12 doublettes. Hein. 12 doublettes, c'est une de plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà un record. Et surtout, ce qui est étrange, c'est qu'on en a une de plus, alors qu'on en perd 3 quand même. On perd 3 doublettes, parce qu'on perd le Liquid Squeeze, Magus, Aplo et Alchemy et Ankh-Morpork, évidemment. Alors ça, c'est étrange qu'ils aient pas re-signé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Et malgré tout, on en a une de plus. Donc c'est dingo. Alors certes, il y a certaines doublettes qui sont composées par le fait que ces dames ont daigné rejoindre leurs compagnons et on les remercie, mais malgré tout, ça fait quand même des doublettes. Alors ça fait que des doublettes pour l'instant qui lancent des dés, mais qui sait plus tard ce qu'il en deviendra. Bon bref, ça fait devenir Bud Milka totalement parano, totalement schizo, parce qu'il se dit que lui qui voulait moins de doublettes, on en a une de plus, hein, alors qu'on en perd 3. Mais c'est comme ça, c'est la loi. L'Assemblée générale l'a voté. On maintient les doublettes et c'est tant mieux pour certains. Et tant pis pour Bud Milka. Donc voilà, alors je parlais qu'il y avait 3 doublettes en moins, mais il y a 9 équipes en moins, donc 12 coachs en moins par rapport à l'année dernière quand même. Donc vous voyez, il y a quand même du revival, des nouveaux coachs qui arrivent, donc ça va. Ça veut dire que la ligue n'est pas sclérosée, qu'elle attire du monde, qu'elle attire la jeunesse. Et
il faut s'en féliciter, bravo. Alors, est-ce que c'est grâce à l'After Lutèce ? Certainement aussi. C'est comme ça, c'est la dure loi du lutétien. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Bah oui, certains lutétiens, ils ont peut-être parfois autre chose à foutre que jouer au petit bonhomme, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, faut s'y habituer. Parce que bon, c'est bien sympa, mais la lutèce, c'est juste bouger des petits bonhommes en plastique en lançant des dés et en buvant des bières. Hein. Ça s'arrête là, soyons honnêtes. Alors, cette précision étant faite, à titre liminaire, intéressons-nous maintenant au roster. Parce que là aussi, il y a énormément de choses à dire. Et oui, certains l'ont déjà signalé, cette saison 2025-2026 risque d'être très particulière. Non déplaise à certains qui râlent déjà sur leur tirage d'adversaires. Le PEG, c'est toi que je vise. C'est toi que je vise, évidemment. Car oui, sur le papier, si vous voyez mon tableau, la répartition des rosters paraît à peu près équilibrée, très éclectique en fait. On perd quand même 3 rosters par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même un de plus qu'il y a 2 ans. Alors même que, je rappelle, on était 60, donc 2 coachs de plus que cette année. On avait un roster de moins de représentés que cette année. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, c'est plutôt rassurant sur la variation des rosters et sur la variabilité des rencontres. Donc le type de roster que chaque coach va rencontrer. Mais ça, c'est en principe. C'est en principe. Car vous le savez tous, et on verra dans les stats, mais oui, les elfes sont surreprésentés quand même cette année par rapport aux autres rosters. On a quand même, si vous voyez le tableau, alors aucun roster à 6 représentants, forcément, puisqu'on est moins de 60. Je rappelle, notamment pour les nouveaux, que la Lutèce impose une règle de maximum 10% de joueurs pouvant représenter un roster par rapport à la totalité des joueurs. Donc si vous comptez bien, on ne peut avoir des rosters à 6 représentants que si on a 60 coachs, ce qui est déjà arrivé. Donc forcément, cette année, pas de roster à 6 représentants. Mais on a 2 rosters à 5 représentants. Et puis, ça va crescendo. Ça va crossiado. Décroissanto. Croissanto au beurre. Alors, qui connaît un vrai revival cette année, c'est les O-Elf. Les O-Elf, on a 3 équipes de plus que la saison dernière. Bon, les Orques, toujours pareil, ils sont toujours aussi aimés à la Lutèce, aussi représentés, 5 représentants aussi. On a quand même 3 rosters à 4 représentants, c'est l'Union Elfique. Alors, encore un revival de fou pour l'Union Elfique, on en reparlera. Les Orques Noirs, alors ça aussi c'est étonnant. Et puis les Norse qui sont toujours aussi bien aimés parce que ça reste un roster compétitif à la Lutèce. Même s'il y a un léger coup de moins bien pour ces derniers, mais pas très inquiétant, ça reste un roster très prisé. Alors, le retour des Orques Noirs, il est plus inattendu. Ça reste un roster parmi les plus mal aimés à la Ligue, et surtout qui ne marche pas très bien dans les ligues courtes comme la Lutèce. Pour autant, certains coachs vétérans plus un petit nouveau l'ont drafté. Bon, on verra ce que ça va donner, mais je ne pressens pas de grandes perfs pour les Orques Noirs, comme chaque année. Quant à l'Union Elfique, à mon sens, moi je pressens comme un pari entre 2 coachs expérimentés, Zaiko et Ashram. Ils se sont dit, tiens, on va prendre un roster fragile qui perfs pas très bien, on verra lequel d'entre nous deux est le meilleur pour emmener ce roster aussi loin que ce peut. Ben oui, forcément, la perf de Pedro et la Reine l'année dernière avec l'Alliance, ça fait des émules. Après, il y a aussi le propre et Nicap qui l'ont pris. Bon, le propre a enfin réussi à persuader Nicap de jouer ce roster, que le propre voulait jouer et que Nicap ne voulait surtout pas jouer. Donc, je sais pas, ils ont peut-être joué à pile ou face ou le premier qui ira en une tapette. Je sais pas, ils nous le diront. Mais ils l'ont enfin pris, en tout cas le propre est content qu'il l'ait enfin pris. Je ne sais pas si Nicap est content, même si le deuxième match s'est plutôt bien passé pour eux. Et puis il y a Fracas aussi. Fracas qui remet le couvert. Fracas, pour ceux qui ne savent pas, il a eu une saison avec ce roster-là, une saison légendairement catastrophique. Il a vécu le drame, il a vécu les pires exploits, entre guillemets, avec un roster pour un coach qui draftait un roster et un roster elf. Je sais pas. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de la témérité pathologique? Pareil, Fracas, tu nous diras, mais il y a un truc qui va pas. C'est peut-être de la douce folie, tout simplement. Après, on a une ribambelle de roster à 3 représentants. En vrai, on n'a jamais eu autant de triplettes à la Lutèce par roster.
Ça m'a même obligé à retravailler mes tableaux de stats et ça m'a pris un certain temps, sinon un temps certain, comme on dit. Bon, on note quand même une belle progression pour certains rosters qui reprennent un peu du poil de la bête. On a les humains, le chaos, les elfes noirs, le nécro. Alors, les elfes sylvains, toujours aussi bien présentés. Alors, jamais de plus que 3, mais bon, ça va, ça stagne. Et puis, les morts-vivants et les scaven qui perdent un petit peu. Alors, rien de bien alarmant, il reste quand même à 3 représentants, donc ça reste quand même assez bien représenté, mais ça reste des rosters forts à la Lutèce. On sait qu'ils sont prisés, ça fluctue entre 3, 4, 5 représentants pour ces rosters, donc on sait qu'on aura toujours des morts-vivants et des scaven, au moins 3 chaque année. Après, quelques rosters à 2 représentants, hommes lézards, on reviendra sur les hommes lézards plus tard, mais qui sont assez peu populaires à la Lutèce du fait notamment qu'ils n'ont pas de compétences en début de ligue alors qu'il n'y a que 15 matchs, donc il faut vraiment pas pexer vite avec eux et surtout avec les Saurus, même si en réalité ça reste un roster compétitif et assez attractif et attrayant à jouer. Mais bon, 2 représentants, je m'y attendais un petit peu plus quand même pour les hommes lézards. Puis les vampires, bon j'en ai parlé en intro, le fait qu'il ne soit que 2 alors que c'est un roster quand même, vous avez bien vu, hyper fort à la Lutèce, s'explique par le fait que, comme chaque année, les coachs ne veulent pas jouer, les rosters qui ont vraiment surperformé l'année dernière, par peur de faire moins bien, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, évidemment, personne n'a drafté l'Alliance du Vu-Monde, personne ne l'a pris, personne n'a osé la prendre. Et après, énormément évidemment de rosters à un représentant, comme d'habitude, il y en a toujours plein. Alors d'abord les Minus, 3 Minus cette année, Gob, Orc et Snotling, pas de Half, ni de Gnome. Bon, moi déjà ça m'attriste. Mais bon, 3 équipes Minus, c'est quand même 3 de moins que l'année dernière. Et 3, c'est pas rien. Ça va nous changer le championnat. Ça va changer en termes de stats, parce qu'il y aura forcément moins de sorties que l'année dernière. Les Minus, c'est quand même des équipes qui apportent pas mal de sorties. Moins d'XP donc que la saison dernière. Il y aura plus de touchdowns, parce qu'il y a plus d'elfes, forcément. Plus de passes. Donc, on va vraiment avoir une saison totalement différente que celle de l'année dernière. En réalité, si vous voulez comparer, ce sera bien de comparer cette saison par rapport à la saison d'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, donc 2023-2024, oui c'est ça, nous avons eu donc seulement 2 équipes de plus, donc 60 coachs, et on n'avait que 2 équipes Minus, alors que là on a 3 équipes Minus pour 58 coachs. Alors que l'année dernière, on avait 56 coachs et 6 Minus. Donc vraiment, comparé à l'année dernière, ça va pas être top cette année. Je vais le faire quand même, vous me connaissez, mais je vais surtout comparer par rapport à la saison d'il y a 2 ans. Parce que on a une saison assez semblable, en tout cas sur le papier. Donc je parlais des Minus, mais aussi les bagarreurs. Toujours des équipes à un représentant, des cogneurs à un représentant. Alors il y a les cornes mal aimées, c'est quand même dur à jouer. Les renégats du chaos également, c'est pas une équipe facile à manier. Et puis, chose étonnante, très étonnante même, les nains. Et les nains du chaos, alors je comprends pas ce qui se passe, roster, pourtant je pensais qu'ils allaient être pris, parce qu'on s'attendait quand même à avoir quand même pas mal d'elfes, et il n'y a que un nain et un nain du chaos, c'est franchement, avec tous ces elfes, si vous aviez drafté du nain du chaos, vous vous seriez fait plaisir, non, du coup les elfes vont rigoler un petit peu quand même, un peu plus qu'il y a 2 ans. Et surtout pour les nains du chaos, moi je pensais que la nouveauté du roster allait attirer des curieux. Non. Les coachs ont dû se dire ah ouais, il y a 2 tacles en moins, c'est nul, je prends pas, là les cracheurs de feu c'est pourri, ça sert à rien. Pourtant Bodmelka il a l'air de bien s'en sortir, donc on va voir ce qu'il va donner, parce que c'est le seul qui a pris nain du chaos. Et puis les nains, c'est Bozo. Alors je sais pas s'il joue avec Dr. SLM cette année ou pas, mais en tout cas c'est le ou les seuls qui ont drafté les nains. Et ils vont se faire plaisir, ou pas d'ailleurs, ou pas. Et puis la noblesse impériale qui connaît un petit sursaut d'orgueil avec un représentant. C'est déjà très bien pour ce roster, pareil qui à la Lutèce n'est pas très prisé. Et puis les Bafans, aussi étrangement boudés par les Lutéciens. Ça aussi, je ne me l'explique pas, parce que pourtant, c'est un roster qui est très performant. En tout cas performant à la Lutèce. Dans les ligues courtes, c'est performant. Donc, c'est un roster performant à la Lutèce. Alors, certes, il a, encore une fois, on rappelle, il a beaucoup perdu à cause du déferlement qui a été vraiment diminué pour eux. Mais pour autant, ça reste quand même un roster pas mal. Sincèrement, pas mal. Pour les besoins des stats, j'ai regroupé donc l'Alliance du Vu-Monde et les Bas-Fonds dans un groupe
d'ensemble éclectique. Je les ai mis chez les unis représentés polyvalents pour les stats. Hein. Courchevel, tu retiendras. Pourquoi ? Parce que Noblesse, c'est vraiment un roster polyvalent. Les Bas-Fonds, c'est entre agile, c'est plutôt agile, mais c'est entre agile. Ça peut être très polyvalent aussi parce qu'ils ont plein d'armes très versatiles. Donc, alors, c'est pas des bagarreurs, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. Encore que la Noblesse, on pourrait estimer que avec les stabs et les gardes. Mais non, c'est pas un roster qui est là pour cogner. C'est plutôt un roster qui joue la glu, qui joue un peu comme les nécros avec des joueurs rapides d'un côté et des joueurs qui sont là pour engluer l'adversaire. Donc c'est plutôt des rosters polyvalents. Donc j'ai rassemblé les deux pour faire mes stats ensuite, notamment mes stats de performance des rosters. C'est comme ça cette année. Et puis honnêtement, c'est moi qui décide, c'est mon émission. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Non, sincèrement, ça me simplifie la tâche. De faire de cette manière-là, c'est plus parlant que si je les avais laissés chacun dans une catégorie différente avec un seul représentant. Ce serait ridicule, ce serait pas parlant du tout pour les statistiques. Et puis il y a les rosters absents. Il y a 6 rosters absents cette année. En premier lieu, les Khemri, toujours pas pris, je ne comprends pas. Alors certes, c'est chiant à jouer, mais quand même, ça reste un roster fort. C'est un roster qui peut performer, qui a été emmené plusieurs fois déjà en playoff. Personne ne veut le prendre cette année. Ça fait 3 ans de suite, je crois, qu'on n'a pas les Khemri. C'est vraiment triste. Je sais qu'il y a des coachs qui devraient les aider en les jouant, mais je dis pas lesquels. Hein. Pas assez agile, hein. C'est pas assez elfique les Khemri pour les Lutétiens. Hein. Nous on aime bien les équipes agiles. Et puis l'Alliance, hein, encore une fois, personne n'a osé reprendre le flambeau de Pedro et la Reine. C'est comme ça. Hein. C'est toujours la même rengaine. Hein. Les gnomes et les halflings, pareil. Allez comprendre. Hein. Après l'exploit de Zaiko, hein, qui a montré que les gnomes et la Lutèce, c'était 10 ou 12 d'écart. Et puis quant au halfling, évidemment, mon illustre personne, mes exploits légendaires, et puis mon aura et ma gloire font que peu de gens osent prendre ce roster qui m'appartient, hein, qui est le mien, la Lutèce en tout cas. Mais si, prenez les halflings, vous avez le droit de les jouer. On veut pexer nous autres, on veut pexer nous, les autres coachs qui prennent pas les minus. Alors, enfin, les Nurgle et les Slann, autre roster peu apprécié des Lutétiens. Alors, pour les Slann, ça se comprend. Chaque année, ils se vautrent. Chaque année, ils servent de sac à pex aux autres coachs. Donc, c'est normal que personne ne veuille les jouer. Et puis, je les aime pas, c'est vrai. Je les aime pas, les Slann. Quant à Nurgle, j'imagine que c'est la redondance du jeu Nurgle. Hein, toujours la même chose, faire toujours la même chose. C'est assez peu attractif. Alors qu'on a une ligue quand même qui, alors pas en termes de match, mais en termes de durée, sur une année qui est assez longue, donc je comprends que certains coachs, ça les fait un petit peu suer de faire tout le temps la même chose avec ce roster-là. Après, il y en a bien qui jouent nain, hein. Je dis ça, je dis rien. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la représentativité globale des rosters ? Parce que oui, ceux qui l'ont dit sur le forum avaient parfaitement raison, mais ça se voyait c'était tellement gros, ça se voyait comme le nez au milieu de la maison. Plein d'elfes, donc on a une surreprésentativité des rosters agiles par rapport aux autres rosters tout simplement. Vous le voyez sur mes 2 petits tableaux. Alors pas tant au niveau du nombre même qu'au niveau de la proportion par rapport aux autres types de rosters, hein, tout simplement. Alors on a par exemple 19 teams bagarreuses, 19 teams cogneuses. Déjà, c'est un de plus que l'année dernière. Donc on se dit, ah ouais, il y a quand même une grosse représentativité des bagarreurs. Mais oui, mais c'est à peu près toujours autant, les bagarreurs. On en a toujours autant. Mais on a 19 teams agiles. 19 quoi. 19, c'est énorme. C'est 7 de plus que l'année dernière. 7 de plus alors qu'on n'a que 2 coachs de plus. C'est juste énorme comme statistique. Et donc, ce sont bien sûr les polyvalents qui payent les pots cassés avec 17 teams, soit 3 teams de moins que la saison passée. Mais aussi, surtout les minus, j'en ai déjà parlé, 3 représentants seulement. Donc, ça fait 3 teams de moins. On en avait 6 l'année dernière, avec 2 coachs en moins. On n'a que 3 minus cette année. Alors, le draft, il fait évidemment la part belle aux équipes agiles, surtout les elfes, hein, car les Skaven perdent quand même un représentant malgré tout. Alors, ça annonce quoi ? Ça annonce naturellement une saison avec moins de violence, je pense. Du fait aussi, je l'ai dit, qu'il y a 3 équipes de minus de moins. Il y aura plus de passes naturellement, plus de touchdowns normalement. Et c'est ça, la Lutèce, c'est devenu quoi ? C'est devenu une équipe, une ligue de coachs agiles, d'équipes agiles qui jouent
joue la balle, qui joue l'aérien, qui joue le frivole, le désinvolte, l'esquive dans 2 zones de tacle, la fracture du crâne du receveur elf, etc., etc., tout simplement. Mais il y aura certainement aussi de l'interception, parce que beaucoup d'elfes, beaucoup de elfes, beaucoup d'union elfique, donc il y aura certainement de la passe, et donc certainement d'interception. Plus que l'année dernière, probablement. Après, c'est chouette, ça va changer par rapport à la violence extrême de l'année dernière. Je rappelle que la saison dernière, elle a battu les records d'hémoglobine depuis que je fais les stats. Bah là, ça va être plus aérien, voilà. On sera plus dans la science de l'évitement, dans les sprints, etc., etc. Plus un jeu en collant, tout simplement, voilà. Après, il y a quand même 19 équipes lourdes. Et donc, ça va quand même cogner sec. Il y a une équipe de lourdes de plus que l'année dernière. Donc, ça va quand même cogner sec. Et puis, ceux des lourds qui vont tomber sur les petits elfes ou sur les petits skaven, bah, ils vont quand même rigoler. Ils vont quand même s'amuser un petit peu s'ils peuvent. Pour s'en rendre compte vraiment, il faut revoir, ça c'est mon deuxième tableau, la proportion des rosters. Alors, vous voyez, les bagarreurs, ça représente 32,75% des rosters draftés cette saison. C'est 0,6% de plus que l'année dernière, hein, juste en termes de stats d'une année à l'autre. Hein. C'est pas énorme, hein, il y a une équipe de plus. Donc on est dans la continuité. Après, pour les agiles, c'est l'explosion. 32,75%, il y a autant d'équipes agiles que d'équipes lourdes, donc c'est la même stat, la même proportion. Mais par rapport à l'année dernière, on gagne 11,33 points. C'est juste énorme. C'est même plus qu'il y a 2 ans où les agiles représentaient 26,66%. Là, on est à 32,75. C'est juste dingo comme stat. Là, on est vraiment dans les limites de ce qu'un lutétien lambda peut endurer en termes d'équipe elf, skaven, etc. Hein. Après, au-delà, je pense qu'il va y avoir des ruptures d'anévrisme et autres crises cardiaques parce que c'est pas possible. D'ailleurs, certains râlent, ils ont à peine commencé à jouer, hein, ils râlent déjà. Ouais, j'affronte 8 elfes cette année. Oui, le PEG. Oui, je sais. On sait que tu affrontes 8 elfes. Oui, on le sait. Et puis, comme je disais, les grands perdants, déjà, c'est les polyvalents, avec 29,32% de représentants. Bon, c'est pas mal quand même, parce qu'il y a beaucoup de rosters polyvalents quand même. Mais en réalité, c'est 6,4% de moins par rapport à l'an passé. 6,4 points de moins. C'est une grosse perte. Puis la douche froide, c'est naturellement les Minus, 50% d'équipes en moins. Hein. Ils passent d'une représentativité de 10,71% à 5,18%. 5,33 points de perdus par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Alors, c'est pas autant que les polyvalents, mais les polyvalents sont beaucoup plus nombreux normalement que les Minus, donc ça se voit moins. Les Minus, c'est 50% d'équipes en moins. Donc c'est quand même un gros coup de massue dans la tranche. Et ça va changer, comme je disais tout à l'heure, ça va changer complètement la phase de la ligue. Parce que plus il y a de Minus, plus il y a d'armure faible, donc de sortie de joueurs, surtout qui sont Minus, encore une fois. Mais ne serait-ce qu'en termes de violence, ça va quand même nous changer la donne. C'est vrai qu'il y a pas mal d'elfes, on est d'accord, mais les elfes sont quand même s'ils ont des armures assez faibles, ils sont quand même plus résistants que des Minus. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce début de saison, sur ce draft, le démarrage de la saison 2025-2026 de la Lutèce Cup. Je ne vais pas en faire des tartines, puis la vidéo va de toute façon être longue, parce qu'on va quand même regarder ce qui s'est passé en première journée. Il s'est passé énormément de choses, donc essayons d'analyser tout ça assez rapidement. On va essayer. Mais oui, il s'est passé plein de choses parce que, qu'est-ce que je disais en introduction, pour ceux qui ont écouté, que nous allions avoir une saison plus aérienne, plus agile, plus rapide, avec plus de touchdowns, mais avec moins de sang, moins d'hémoglobine que l'année dernière. Ouais, c'est ce que je disais, devinez quoi, ça se vérifie, mais entièrement, complètement sur la J1. Et ouais, grâce au stats de Scarabée, je peux vous montrer ces magnifiques tableaux, mais j'y reviendrai, qui ne sont pas totalement vrais pour toutes les stats. 71 touchdowns de marqués, les gars. Les filles, pardonnez-moi. 71 touchdowns de marqués. C'est 1,22 de moyenne par coach. C'est énorme. Par rapport à l'année dernière, on avait marqué 58 touchdowns. 58 touchdowns, on était à 1, alors certes avec 2 coachs en moins, mais 58 touchdowns seulement.
soit 1,03 en moyenne par coach. Vous voyez l'écart, vous voyez la différence, c'est énorme. On avait marqué donc cette année, en J1 là, on a marqué 13 touchdowns de plus que par rapport au début de saison de l'année dernière, alors qu'on n'a que 2 coachs de plus, donc un match de plus seulement. 13 touchdowns de plus, c'est juste énorme comme stat. Et puis les passes aussi, les passes. Alors le tableau montre 50, moi j'en avais décompté 48, alors je vais voir où est la différence, pourquoi il y a cet écart de 2. Mais bon, que ce soit 48 ou 50 passes, c'est juste gigantesque. 50 passes, si le tableau de Scarabée est bon, je pense qu'il est bon, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. L'année dernière, on avait fait, sur la J1, accrochez-vous bien, 15 passes. Là, on est à 50. Vous voyez la différence ? C'est juste, c'est pas le même jeu. On joue pas le même jeu, tout simplement, que l'année dernière. Voilà. Par contre, niveau violence, ouais, forcément, c'est moins bon. Hein. C'est moins bon. Même si les elfes, ça reste fragile, il y a moins de bonus, moins de violence. Ouais, on est à 95 sorties au total. Alors le tableau de Scarabée montre 93, mais je vous montrerai tout à l'heure que c'est 95. L'année dernière, en J1, on était à 101 sorties. 101 sorties. Alors bon, ok, on est 2 de plus, on a quand même moins de sorties. Au total, hein, on aurait dû faire théoriquement plus de sorties parce qu'on est plus nombreux. Non, on en a fait moins et c'est plutôt significatif comme chiffre. Alors certes, on se rattrape un petit peu sur les sorties publiques. Il y a eu quand même 4 sorties publiques sur le début de saison et 10 agressions sur la J1 alors qu'on n'avait fait que 9 l'année dernière. Encore une fois, là on a 2 coachs de plus, donc ça peut se comprendre. Donc on se rattrape un petit peu sur les sorties publiques et les agressions, mais sur les sorties pures au dé, on fait beaucoup moins bien alors qu'on est 2 de plus. Ça nous donne un facteur violence. Alors il n'y a pas de facteur violence sur le tableau de Scarabée, mais je vous le donne quand même. On est à 109 au total, toutes sorties confondues au dé, donc sorties sur blocage, sorties sur public et sorties sur agression. On était à 113 l'année dernière parce qu'on avait fait moins de sorties publiques et un petit peu moins d'agression, mais on avait fait plus de sorties au dé de blocage. Tout simplement, voilà. Forcément, le résultat de tout ça se ressent au niveau de l'expérience glanée. Au total, on gagne 684 XP. Alors, encore une fois, le tableau là, de Scarabée ne donne pas ce chiffre-là, mais j'expliquerai pourquoi, je démontrerai pourquoi tout à l'heure. Bref, peu importe que ce soit 667 ou 684, selon mes calculs, selon la police ou selon la CGT, c'est pas le même chiffre, circulaire, rien à voir. L'année dernière, certes, on était 2 de moins, on avait fait 615 XP. 615 XP, la différence est juste énorme. Donc on passe de l'année dernière, c'était 10,98 XP en moyenne par coach sur le premier match de la saison. Là, on est à 11,82. Énorme la différence, c'est-à-dire il y a 1 point d'écart, une passe d'écart, tout simplement. Une passe d'écart entre l'année dernière, en moyenne, entre l'année dernière et cette année. C'est énorme. Un XP de plus en moyenne par coach, c'est énorme. Je vous le dis, c'est énorme. Foi de statisticien, c'est énorme. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais à ce rythme-là, si on maintient ce rythme-là, il y a pas mal d'équipes qui vont dépasser les 200 XP en fin de saison, en 200 XP glanés en fin de saison. Et ça, je peux vous dire que ça, on n'en a pas vu souvent des saisons comme ça avec des équipes à plus de 200 XP. Mais là, si ça continue sur cette voie-là, normalement, on devrait y arriver parce que le gain d'XP augmente de toute manière de journée en journée. Hein. Ça, c'est les stats qui le démontrent parfaitement. L'histoire des stats le démontre. On commence toujours assez bas et puis ça accélère au fur et à mesure. Là, si on commence la saison à presque 12 XP en moyenne par coach, où est-ce que ça finira? Moi, je préfère pas le savoir. Hein. Franchement, là, Zaiko, il a peur. Hein. Zaiko et sa légende Mare Access, hein, ils ont peur. Hein. Ils se disent, Zaiko, il se dit comme ça, ah, merde, il y a un coach qui fera mieux que Mare Access en termes d'XP. Non, faut pas laisser faire ça. Monsieur la police. Ah oui, rappelez-vous Zaiko, le drama qu'il nous avait fait avec Mare Access pour démontrer stade par stade que Mare Access était le meilleur joueur, la légende de la Lutèce. Toute saison confondue, rappelez-vous, il nous a fait des tableaux croisés en démontrant que si on recalculait les XP gagnés par les légendes d'antan de la Lutèce par rapport au nouveau calcul d'XP de l'édition 2020 de Blood Bowl, Mare Access était devant eux. Non mais il avait vrillé complètement Zaiko. Et commence à flipper pour Mare Access. Hein. Si on continue, bien sûr, sur ce rythme-là, au niveau de l'expérience prise. Hein. Encore une fois, qui vivra verra. Hein. Je suis sûr qu'il paiera cher pour que certains joueurs stars des équipes adverses ne vivent pas suffisamment longtemps, tout simplement.
Ce serait drôle quand même que Meraxes il se fasse dépasser par un vulgaire blitzer elf ou un lanceur ou un lanceur elf. Ce serait quand même cocasse. Bon, bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut faire pexer vos danseurs de guerre, vos lanceurs elfes, etc., etc. Alors oui, juste cette petite précision. Je vous disais tout à l'heure que sur le tableau des statistiques, il y avait des petites scories, à mon sens, des petites erreurs. Alors rien de bien alarmant, mais je veux prendre un exemple très parlant, notamment sur le score d'expérience des équipes. Par exemple, parce que ce qui est le plus parlant, c'est quand des équipes utilisent notamment des journaliers ou des stars, bah, ça ne rentre pas forcément dans toutes les statistiques. Je prends l'exemple, par exemple, des Snotling joués par Abricot et par Buckler. Vous voyez que sur le tableau, ils ont 6 XP de réalisés, mais si on regarde, donc ils sont quasiment un dernier, avant-dernier du classement. Mais bon, l'expérience, si on regarde l'expérience des équipes, c'est pas pour savoir combien ils ont d'expérience, c'est pour connaître ceux qui ont plus parfait que d'autres dans l'évolution de leur jeu, dans l'évolution de leur effectif. Même si, par ailleurs, ils ont peut-être eu des matchs moins bons ou des égalités, voire des défaites. Mais s'ils ont fait plein de pecs, eh bien, on ne peut pas dire que c'est un mauvais match, en tout cas, ou que la saison est pourrie pour eux. Donc, on a l'impression, par exemple, que les Snotling de PA de Buckler ont fait un match tout pourri. Mais non, vous savez très bien qu'ils n'ont pas fait que 6 XP, ils ont gagné le match. Et pourquoi ? Parce que ils ont joué contre une mauvaise équipe d'Orques Noirs qu'ils ont laminé. Et ils ont pris évidemment 2 stars, Morg et Akfelm. Naturellement, c'est ces stars qui ont fait le match. Moi, je considère que ces XP réalisés par ces stars doivent rentrer dans le total des points d'expérience d'une équipe, parce que c'est ce qui montre le niveau d'une équipe, ou le niveau d'un coach aussi, ou en tout cas ce qu'ils ont fait sur le terrain. L'expérience, ça montre aussi ce que l'équipe a fait sur le terrain. Et quand vous embauchez des stars, si ces stars performent, votre équipe performe tout simplement. Donc je considère que ces XP devraient entrer en ligne de compte dans le calcul des XP d'une équipe. D'autant plus que, par exemple, pour les Snotling de PA et de Buckler, on sait très bien que Morg, on le verra à chaque match, hein, on va dire qu'il est déjà dans l'effectif des Snotling, et Akfelm probablement très, très souvent aussi. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie de l'équipe. Et on voit la même chose sur les journaliers. Il y a parfois des matchs où des journaliers en J2 ont déjà été pris. Ils ont fait quelques sorties, des choses comme ça. Ça rentre pas dans le calcul de l'expérience totale d'une équipe. Moi, je considère que ça devrait en faire partie. Voilà mon petit billet d'humeur sur cet aspect-là des statistiques sur le forum. Bon, après, je ne vais pas faire 1 heure sur les stats non plus. Hein. J'ai compris, les gars, j'ai compris. Trop de stats, tu les stats, hein, c'est bon, ça suffit. Je vous ai compris. Bon, ok, je vais adapter un petit peu mes vidéos. Donc, alors, attendez pas une révolution non plus. Je vais un petit peu ajuster le contenu de mes émissions, faire plus court sur certaines stats, évidemment, parce que je sais que des stats qui n'en finissent plus, à la longue, il y en a marre. Donc, je vais essayer plutôt d'aller sur les anecdotes, si j'arrive à les glaner. Et pour le coup, j'ai un petit joker, une petite arme secrète. C'est un divin chauve de la Lutèce, qui est vraiment le gossip boy cette année. Je ne sais pas d'où il tient toutes les infos, mais c'est vraiment le gossip boy. Alors, je ne vous dis pas qui c'est, mais vous le verrez prochainement. Parce que, bon, allez, on va aller sur les anecdotes. Et franchement, il y a énormément de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire sur cette première journée. Rien que sur la première journée, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, commençons par le plus important. Le meilleur chasseur, évidemment. Alors, la blatte, je sais, ta figurine, elle n'est pas finie. Elle n'est pas encore prête. Je peins très lentement, et puis je fais des vidéos. Mais en plus, je peins très lentement. Mais tu l'auras, comme promis, ne t'inquiète pas, tu l'auras. Parce qu'en plus, il ne faut pas que je la bâcle, hein. Je l'offre quand même à Monsieur Golden Damon, hein, cette figurine. Donc, j'ai un petit peu la pression. Donc, voilà, je m'applique, hein, tout simplement. Bon, la compétition est très bien lancée. Hein. On a un magnifique résultat en J1. C'est Actar qui l'a fait, hein, sur un blitzer de OELF de Foon, donc Oon et Funny Valentine. Et puis surtout en J2, on a Fatal Justice, donc Martoni et Luix qui ont démonté l'équipe de Lost Blood avec 2 blitzers elfes noirs dégommés. Donc ça y est,
les Martini et Luix ont pris le devant. Alors, ça rappelle le début de saison. Alors, certes, c'était en J1 qu'avait fait Chouf l'année dernière, le truc stratosphérique où il a défoncé 2 guerrières Jaguars de Liquid et Squeeze. Rien ne perdu, Lost Blood, t'inquiète pas. Le Liquid et Squeeze ont perdu les 2 guerrières Jaguars dès la J1. Ils sont quand même allés en playoff. Hein. Donc, voilà. Ne perds pas espoir. Hein. C'est pas parce que tu t'es fait démonter par Martini et Luix que la saison est perdue. Elles sont pas bons, mais on sait-on jamais. Peut-être que tu pourras réussir l'exploit. Enfin, la compétition est lancée. Rappelez-vous quand même, Chouf l'année dernière, il avait sur le premier tiers de la saison, il avait fait 550 000 points d'adversaires détruits, et puis après plus rien. Il s'est arrêté, paf. Et c'est la Blatte qui lui est passée devant, et bien devant, hein, bien comme il faut, hein, surtout sur la fin de saison. Ça, je vous rappelle, ça s'est joué à la dernière journée. Il aurait pu ne pas remporter le titre du meilleur chasseur. Il a défoncé c'était un blitzer vampire de je sais plus qui, de Kral et JC, je crois de mémoire. Hein, si c'est pas ça, pardonnez-moi. 170 000 points d'un coup. Donc rien n'est perdu. C'est pas parce que Martoni et Luix ont plus de 200 000 points là qu'on ne peut pas leur passer devant. Hein. Je vous rassure, ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite ces compétitions. En tout cas, elle est magnifiquement lancée. Pour parler de Martini et de Luix et du meilleur chasseur de l'année dernière, donc des meilleurs chasseurs actuellement et du meilleur chasseur de l'année dernière, c'est là où le hasard de la Lutèce fait bien les choses. Neufel rigole bien. C'est qu'ils se sont rencontrés en J1 et quel résultat, quel exploit monumental de la Blatte. Ils collent 2-1 aux finalistes de l'année dernière en Vampire avec des gobs. Avec des gobs sur des morts vivants, il leur met 2-1 dans la tronche. Magnifique, magnifique la Blatte. Ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. Et je crois que les gars, ils se sont pas remis, quoi. Les gars, ils ont dû voir des gobelins arriver qui les ont défoncés, et même pas trop d'agression, ils ont juste dégommé la tête et 2-1 dans la gueule. C'est très drôle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur la Blatte, sur cette J1 en tout cas. Je sais que la J2, ça s'est moins bien passé. Et puis Martoni et Luix, ils sont rattrapés par la suite, hein, sur Lust. Donc voilà, c'est les aléas du début de saison, on va dire, tout simplement. Alors, en parlant de perf, il n'y a pas eu que ça quand même, il n'y a pas eu que ça. La meilleure perf sur la J1, ça reste quand même les Minus. Alors je ne veux pas tout montrer, mais les Minus, on sait que ça performe bien en début de saison, mais 3 matchs, 3 victoires. Et quelle victoire! En tout 5 touchdowns de marqués pour un seul d'encaissé. Votre serviteur a fait partie des malheureuses victimes. Ça fait très mal les Minus en début de saison. Et bah là, une nouvelle fois, les gars démontrent qu'ils en veulent, quoi. Les petits là, ils en veulent, ils y vont, même pas peur, pas froid aux yeux, on y va, on tape les grands, les gros. Et ça marche très bien. Et bah bravo les Minus. Et puis il y en a d'autres qui vont souffrir, hein, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que ça se tasse, qu'on commence à voir les tacles, les trucs comme ça, beaucoup plus de blocage. Et là les Minus, ils vont prendre leur pâté, tout simplement. Mais là, franchement, c'est exceptionnel. Bravo ce que les Minus ont fait. 3 matchs, 3 victoires. Et puis tant qu'on est sur les bons résultats, il y a aussi les hommes lézards, hein, faut les féliciter. Le PEG d'un côté, hein, un petit 3-0 face à Doc, et Nico 2-0 face à Mamet. Franchement, 5 touchdowns de marqués par les hommes lézards alors qu'ils n'ont aucune comp en début de saison, aucun d'encaissé. De l'histoire de l'After Lutèce, je crois que c'est le meilleur démarrage pour un roster multi-représenté sur un début de saison. 2 victoires, 0 défaite, franchement rien à dire, c'est parfait, c'est 20 sur 20, c'est 21 sur 20, on est dans du catégorie tier S comme disent les jeunes aujourd'hui, tier S, c'est totalement débile, t'as tier A, B, C, D, E, F, non, on va créer un tier S, enfin c'est totalement débile, bah tu mets tier A quoi, pourquoi mettre un tier en plus, enfin, bref, c'est le vieux con qui parle là. En tout cas, meilleur démarrage, de ce que je me souviens, meilleur démarrage pour un roster multiple représenté depuis que je suis les stats de la Lutèce. Ça commence à faire un bail quand même. Après, il y a d'autres rosters qui ont bien performé. On peut quand même évoquer les Elfes Sylvains, 2 victoires, 1 nul. Surtout 7 touchdowns de marqués sur 3 matchs, c'est extraordinaire. Bon, ils ont quand même pris 4 parce que ça reste quand même une défense assez poreuse, mais 7 touchdowns de marqués. Les Elfes Sylvains ont bien lancé leur saison, bravo. Surtout, ils ont pexé comme des sagouins. Donc, à mon avis, les danseurs de guerre, là, ils vont commencer à bien fonctionner. Hein. Zaiko, attention à Meraxes. Et après, il y a les cancres. Ouais. Alors, qui c'est les cancres? Alors, j'en montre un au prix au hasard. Hein. Par exemple, Yaouch. Mais ses copains DJ et Alaric n'ont pas fait mieux, n'ont pas été à la hauteur non plus. 3 défaites, tout simplement 3 défaites pour 3 matchs. Catastrophique, 5 touchdowns encaissés, quand même 2 marqués. Mais
heureusement qu'il se rattrape sur les sorties avec 8 sorties au total. Mais honnêtement, pareil, de la même manière, sur un roster multi-représenté, c'est le pire démarrage de l'histoire de l'After Lutèce. Le pire démarrage pour un roster. 3 défaites sur la J1, j'avais jamais vu ça. Jamais vu ça, tout simplement. Il y a toujours eu un nul, même pour un roster. Même, rappelez-vous, les saisons où il y avait l'Union Elfique qui avait du mal, ou la saison d'Eslan aussi. Ils avaient fait, alors qu'il y avait 2 ou 3 équipes, ils avaient fait au moins un nul. Une défaite, un nul, ou quelque chose comme ça, ou 2 défaites, un nul, s'il y avait 3 équipes de représentées. Là, il y a quand même 3 équipes de représentées, ils se sont pris 3 claques. 3 claques et des belles claques, hein, parce qu'ils ont fait 8 sorties, mais ils en sont pris aussi plein. Donc, vraiment catastrophique. Tout simplement, voilà, j'ai re-regardé les stats. Pire démarrage pour un roster de l'histoire de l'After Lutèce, le chaos cette année. Donc, on répète les cancres. Alaric, DJ, Yaouch. Oui, on est comme ça, nous. Nous, on dénonce à l'After Lutèce. On n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. Alors, en parlant de démarrage horrible, faut pas parler de Pedro et Larraine. Qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé, les champions? Je comprends rien, je comprends pas. Alors, ok, Pedro et Larraine, ils ont fait un choix assez couillu, on va dire, hein. Courageux. Ils se sont dit, non, c'est bon, on a gagné l'année dernière, on va prendre un roster pas facile à jouer, pas que du chaos, alors qui est marrant à jouer, très drôle à jouer, mais qui peut faire aussi bien des super résultats comme sous-performer totalement. Là, mal leur a pris parce que monsieur Odin leur a fait mal, hein. 3 touchdowns à 0, un quasi bleu à la Lutèce, parce que Odin, c'est seulement sa 2e saison pleine à la Lutèce. 3-0, ça douille, hein. C'est une belle douille dans la tronche de Pedro Larraine. Il n'y a plus de respect des Ossiens, tout simplement. Tout se perd. Même à la Lutèce, tout se perd. Mister Odin, hein, comme tout bon dieu chaotique, hein, il leur a fait Ragnarok dans la culotte. À mon avis, il boitait à la fin du match, Pedro Larraine, hein. Honnêtement, Monsieur Odin, là, bravo, parce que 3-0, il a été, en tout cas sur la J1, premier ex-aequo avec Garden. Franchement, respect pour lui, même si faut aussi respecter les anciens, hein. C'est pas bien de faire ça, Pedro Larraine, ça fait mal. Autre point intéressant, les elfes, c'est bon, ils sont sur leur lancée, en tout cas, et ils ont fait plein de passes, et donc ils lancent le ballon. Ouais, ça, il le lance, je vous ai montré, donc suivant la police ou les manifestants, 50 ou 48 passes, c'est énorme, ne serait-ce que les O-Elf, c'est 19 passes. L'Union Elfique, c'est 11 passes, mais ils sont une équipe de moins, donc à mon avis, ça va se jouer pour le roster meilleur passeur, ça va jouer entre les O-Elf et l'Union Elfique, même si on regarde bien, le coach le meilleur passeur, c'est Zaiko avec son Union Elfique. Il a fait 7 passes sur un match. Totalement zinzin, le mec. 7 passes, pourquoi? Ça fait une passe presque une passe tous les 2 tours. C'est juste dingue. Il est fou. Alors, attention, parce que qui joue au plus malin à faire des passes, parfois il se brûle, hein. Et et celui qui s'est brûlé, c'est la Artis, parce que ça y est, c'est la première dès la J1, première déviation, alors pas interception encore, mais première déviation de la saison. Et l'œuvre de Jadawin avec ses nécros. Et le malheureux, la Artis, à mon avis, ça lui a coûté le match, parce que un partout avec une déviation, à mon avis, c'est que la déviation, c'était pour aller marquer. Non. Tant pis pour toi, fallait pas faire de passe, tout simplement. Il va nous faire, c'est pas juste. Il va encore râler, il va encore chouiner comme d'habitude. L'Aertis, il chouine toujours. Gentil, mais il chouine. Il faut noter aussi le destin croisé. Alors j'en ai parlé des vampires. Garden, il met un 3-0 à son adversaire. Et le Doc, il prend 3-0 par le PEC, tout simplement. Alors je sais pas. Est-ce que c'est Nuffle qui a décidé de jouer au con avec les vampires en influence sur les dés? C'est peut-être aussi l'adversité, ou peut-être le talent des coachs, j'en sais rien. Je me pose des questions. L'after pose les questions. Elle pose le débat, tout simplement. Elle pose le débat. Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est Nuffle? À vous de me le dire. Après, il faut regarder aussi la compo, hein. Garden, il est parti sur une compo un peu plus safe, avec plus de vampires. Là où le Doc, il est parti avec un Vargeist, mais moins de vampires, donc positionnel. Donc, je sais pas. C'est peut-être aussi ça qui a joué. J'en sais rien. J'ai pas assisté au match, donc je peux pas savoir. Enfin, et j'en terminerai là. Il faut noter le drôle de match de Bozo avec ses nains. Pas de bol. Première journée contre des nécros, c'est plutôt une équipe qui aime bien jouer les nains. Et là, pif paf pouf, riffraff, il lui sort les 2 tueurs de troll. Bam, persistante, pas de tueur de troll au prochain match.
C'était dur pour Bozo, surtout que, au prochain match, il rencontrait qui, Bozo? Il rencontrait qui? Ouais, il rencontrait qui, Bozo, hein? Eh bah ouais, il rencontrait Kral et JC avec le Zork noir et un troll. C'est con, hein? Il y a un troll en face, il n'y a plus de tueur de troll. Il y a un trou là, il n'y a rien là-dedans. C'est totalement débile et tant pis pour lui. Et puis surtout, vous voyez, l'absence de tueur de troll, ils n'ont pas pu tuer le troll. Et donc, du coup, Kral et JC ont gagné 2-1. Eh ouais, les orques noirs qui défoncent des nains en J2. Ouais, les orques noirs. C'est parce que je le joue cette année, tout simplement. Mais c'est drôle quand même, non? C'est drôle le hasard que Riffraff dégomme les deux tueurs de troll de Bozo juste pour la rencontre où il doit jouer contre une équipe qui compte énormément sur le troll. C'est marrant, je trouve ça très fluff, très drôle. Peut-être que c'est pas drôle pour vous, moi je trouve ça très drôle. Quoi qu'il en soit, Bozo il a pris cher, voilà, tout simplement. Donc Kral et JC, vous savez à qui vous pouvez ouvrir une bière. Hein. Riffraff, il s'appelle Riffraff. Il fait des très jolis logos pour les teams. Enfin bref, voilà, j'en termine là sur le début de saison, la J1. Ça fait déjà énormément de choses à dire. Ça va faire encore une vidéo hyper longue. Je vais essayer de faire des cuts. Je sais pas comment je vais l'arranger. Mais bon, je trouvais qu'il y avait tellement de choses à dire sur cette J1 que il fallait que j'en parle, tout simplement. Donc place à la deuxième journée. Il y a énormément de choses très sympathiques à voir. Il y aura quand même de belles rencontres. J'en ai noté plusieurs. Il y a notamment un ashram en union elfique contre Scarabée et Scripting Kiss, le duo SS. Je ne sais pas si je peux me la permettre, celle-là. Je sais pas. Avec des elfes sylvains. On a aussi Ma Big Burger contre Kossus, autre duo elfe qui est intéressant à voir. Mais surtout, on va avoir... Alors, on a eu une opposition, mais finalement, il n'y a pas eu de match. Alors, ça se jouait moins sur le terrain, plus dans la parole entre le propre handicap et la blatte. Il n'y a pas eu match. 3-0 pour le propre handicap face au gob de la blatte. Mais surtout, il y a des rencontres de folie avec notamment, il y a l'ex-capitaine de l'équipe de France, Zaiko, qui va jouer contre le duo magique multimédaillé à la Lutèce, multi-étoilé Azroag, Slad Mortis. Ça, à mon avis, c'est la rencontre à voir. Puis enfin, il y a aussi un Bod Milka contre Bucks et Nabolo. Quand on connaît le talent et l'expérience de ces coachs-là, on se dit que ça va être aussi un beau match, un très beau match. Mais quand même, Zaiko face à Azroag et Slad, c'est là, à mon avis, va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle sur le terrain, parce que sinon ça va jouer poker face. Ça va jouer très, très sobre et très, très mystérieux. Il va y avoir du poker face. D'un côté comme de l'autre. Enfin bref, voilà ce que je voulais dire sur ce début de saison. Donc, mesdames et messieurs, à vous de jouer maintenant, à vous de lancer les dés. C'est parti la saison. Allez, marquez des touchdowns, cognez bien, que les dés soient avec vous, évidemment. Et bonne saison à tous et à toutes, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. À ciao, bonsoir. No one backs us, we don't care. No one backs us,